Donc, ici, de la théorie en pratique, on vous présente un scénario. La présence en classe de Riley n'est pas constante. Cependant, sur l'heure du dîner, Riley se présente toujours au match de basket dans le gymnase. Un jour, le directeur adjoint se présente dans le gymnase et remarque les élèves qui jouent au basket. Il se dirige alors vers Riley pour l'informer qu'une présence en classe plus assidue sera désormais nécessaire pour jouer au basketball. Peu de temps après, Avery, camarade de classe de Riley, discute avec un accompagnateur de l'école et mentionne son inquiétude à propos de Riley. Avery explique alors que Riley a récemment commencé à consommer des substances. Riley a également remarqué que jouer au basket diminuait son envie de consommer. Avery ajoute que Riley ne vient plus à l'école car être en classe augmente ses tendances à consommer. Dans une discussion avec Avery, Riley mentionne que l'école est difficile et précise se sentir stupide en classe. Cependant, jouer au basket augmente l'assurance de Riley. Comment pouvons-nous aider un élève qui s'absente souvent de ses cours ou qui consomme des substances lorsque le problème n'est pas soulevé par l'élève en question? Donc, les prochaines étapes, ce serait que vous répondiez pour chacune des approches, pour chacune des approches et chacune des stratégies. Donc, on va vous montrer quelques questions que nous-mêmes nous étions posées afin de pouvoir aider Riley. Donc, lorsqu'on pense premièrement à la stratégie de la prévention en amont, donc on se demande comment pouvons-nous prendre connaissance des barrières qui pouvaient affecter la présence en classe de cet élève. À la base, pourquoi la présence de certains élèves est-elle variable? Mais lorsqu'on réfléchit à la réduction des méfaits, quelles sont les politiques qui existent déjà qui encouragent la présence en classe au lieu de punir l'absence? Puis à quel endroit dans votre école les élèves peuvent-ils trouver ou recevoir de l'information à propos de la réduction des méfaits? On se demande au niveau de la réduction de la stigmatisation, comment on peut développer des politiques pour offrir des services de soutien en lien avec la consommation de substances, la santé mentale et toutes les autres facettes de la santé et du bien-être, tout en gardant comme objectif la création de liens entre les élèves et les autres membres de la communauté scolaire. Puis au niveau de l'équité, on se demande, est-ce qu'il est possible que l'élève n'a pas de sentiment d'appartenance? Voici un exemple de question, un exemple. Donc, on nous présenté un exemple de question. Là, voici le document où est-ce qu'on a mis les différentes approches ensemble. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas fait ça comme on a mentionné au début en 10 minutes. Ça nous a pris un certain temps. Donc, vous pouvez voir les différents exemples qu'on a proposés. Donc, par rapport à la prévention en amont et l'enseignement à l'apprentissage, on a dit qu'on devrait peut-être discuter du contexte permettant à un conseiller scolaire, un travailleur social ou un accompagnateur d'effectuer une visite à domicile, par exemple. Par rapport à l'environnement social et physique, pour la réduction des méfaits, on s'est dit accueillir les élèves chaque jour, peu importe la longueur de leur dernière absence. Donc, vous pouvez prendre le temps de lire et de voir les différents exemples. Et on va vous montrer, vous allez avoir accès à plusieurs scénarios où est-ce que vous pouvez vous pratiquer. Donc, il y a peut-être quelques obstacles et leviers pour la mise en place d'un modèle d'intervention. Puis, de nombreux facteurs peuvent influencer cette mise en place d'une approche globale pour prévenir les méfaits liés à la consommation de substances. Plusieurs de ces facteurs sont liés aux problèmes récurrents qu'affrontent les communautés scolaires lorsqu'elles désirent planifier et mettre des initiatives saines en général. Les leviers peuvent être des facteurs que les communautés scolaires n'ont pas encore approfondis pour de nombreuses raisons. Il peut avoir la résistance au changement, donc une disposition. Et puis, cette résistance au changement, ça peut être dû que les communautés scolaires peuvent être réticentes à adopter de nouvelles méthodes pour intervenir lorsque les jeunes consomment des substances. Plusieurs raisons peuvent expliquer son comportement, dont un manque de volonté politique, une peur de subir des représailles après avoir parlé aux élèves de certains sujets relatifs à la consommation de substances. Puis, il peut y avoir aussi plusieurs autres facteurs
contextuelles. Donc, ça peut être un manque de capital social, des inégalités de revenus, un accès limité à d'importantes ressources sociales. L'existence et l'efficacité des initiatives pour la santé et le bien-être en milieu scolaire, ça repose lourdement sur les champions de la communauté scolaire. Puis, ces personnes peuvent mettre en place des initiatives et intéresser d'autres membres de la communauté scolaire. Puis, ces champions peuvent être des adultes de la communauté scolaire ou bien des jeunes. Au niveau du partenariat, de nombreux obstacles peuvent empêcher la réalisation de partenariats efficaces. L'un des obstacles principaux réside dans l'absence d'objectifs communs clairs et dans les différentes interprétations de la réponse à avoir devant la consommation de substances chez les jeunes. Parmi les obstacles supplémentaires qui peuvent empêcher la création de partenariats efficaces, on pourrait également retrouver des ressources internes limitées pour développer ces partenariats, des attentes qui sont irréalistes pour des résultats immédiats. Il peut aussi avoir des barrières existantes entre les secteurs qui peuvent nuire à la formation de partenariats non conventionnels, mais bénéfiques. Il est essentiel d'établir des attentes réalistes car les partenariats prennent beaucoup de temps et d'énergie pour se concrétiser. Puis les partenariats solides sont fondés sur l'expertise, les expériences et les ressources uniques de chaque partie. On a aussi un autre obstacle qu'on peut avoir, donc limitation des moyens et des ressources d'information. Donc, les communautés scolaires peuvent également vivre des problèmes, puis c'est ce genre de problèmes-là, et les raisons de ces problèmes sont diverses. Un roulement rapide d'employés, les limites dans la formation du personnel, de nombreux problèmes qui doivent être réglés avant, qui sont tout simplement en priorité. Puis dans ces situations, il existe peut-être des facteurs contextuels plus larges qui pourraient être contrôlés pour aider les communautés scolaires à implanter des approches globales pour prévenir les méfaits liés à la consommation de substances. Parmi ces facteurs, on retrouve des relations basées sur la confiance et le soutien entre les employés, les élèves et les parents impliqués dans l'environnement scolaire. Ça peut vraiment apporter l'élément déclencheur et le soutien nécessaire pour mettre en place des approches mentionnées dans ce modèle. En ce qui concerne les ressources d'information, il y a différents problèmes qui ont été signalés. Il y a notamment une éducation sur les drogues qui est souvent dépassée et axée sur l'abstinence, ainsi que relativement peu de ressources éducatives pour les jeunes qui traitent de la réduction des risques. On retrouve un contrôle limité des ressources, un manque de connaissance des ressources, une quantité trop imposante de ressources et un manque de directives sur les premières étapes. Ces ressources peuvent simplement accorder plus d'importance aux discussions sur la consommation de substances et sur d'autres sujets semblables. Donc, c'est des choses qu'on peut faire pour tenter de surmonter certaines de ces barrières. Puis, ce type de ressources peut montrer de l'apprentissage socio-émotionnel et la santé mentale. Puis, les ressources sont plus utiles lorsqu'elles sont en accord avec des structures et des pratiques déjà en place. Par exemple, un programme gouvernemental. On vous présente une auto-évaluation que vous pourriez utiliser et que vous allez avoir accès à un lien que vous pouvez avoir. Donc, lors de cette section de l'atelier, les participants doivent utiliser la liste d'auto-évaluation Pour cette partie-là, vous pouvez utiliser cette auto-évaluation cette auto-évaluation d'école pour voir est-ce que vous êtes sur la bonne voie, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez changer et voir aussi, c'est une auto-évaluation qui peut être une source de discussion pour votre école. En bref, beaucoup d'approches traditionnelles en matière de consommation de substances chez les jeunes, exemple des pratiques de politique de tolérance zéro, l'abstinence absolue, etc., ont une efficacité limitée et peuvent involontairement avoir des conséquences qui sont négatives. Les comités scolaires devraient utiliser les meilleures données à leur disposition pour orienter leurs efforts en matière de prévention des méfaits liés à la consommation de substances et évaluer ces initiatives de façon continue. Donc, merci à tous d'avoir pris votre temps, d'avoir fait preuve
d'avoir fait preuve de courage ou d'avoir tout simplement pris votre temps et d'avoir fait partie de cet atelier. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.